C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, avec Jean-Guillaume Bélier qui est au-dessus et moi-même, Ophélie Perrin, nous recevons Bernard Collot. Je prends quelques instants pour régler la technique qui est partagée et puis on pourra démarrer. Ah, t'as commencé là? Si, mais le temps que la connexion se fasse et que ça envoie le flux sur Facebook, il faut 2-3 minutes. Voilà. Parce que là, maintenant, ça va diffuser sur Facebook. C'est ça. Mais on n'est pas encore complètement en ligne et on va recevoir un message qui nous dit « c'est bon, vous êtes en ligne ». Mais là, on ne l'a pas encore eu, donc on attend. C'est ça. Donc là, on est en ligne, il y a 2 personnes, donc Bon, le temps de... On va... Je partage... Et il y a 2 personnes là? On dirait, oui. Oui. Ok, c'est bon. Ok. Donc, bonjour à tous. Merci Bernard Collot d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Ophélie. Je vais donc commencer par vous présenter. Vous avez été instituteur en classe unique et dans les années 60 à 90 à Moussac dans le Poitou. Vous avez transformé votre classe unique en une sorte de laboratoire inspiré de Célestin Freinet et vous avez petit à petit laissé les enfants libres de faire ce qu'ils avaient envie. Et au bout du compte, les enfants de primaire apprenaient sans notes, sans punition, ni sanction, ni cours. C'est cette expérience que vous avez appelée école du troisième type et que vous avez ensuite racontée et théorisée dans de nombreux ouvrages. Je vais donc laisser Jean-Guillaume commencer par définir globalement ce qu'est une école du troisième type. Alors, il me semble que l'école du troisième type fait référence à un film Rencontre du troisième type, et tu as visiblement, Bernard, utilisé cette référence pour expliquer qu'il y avait les écoles du premier type, les écoles qu'on connaît, qui sont hiérarchiques, pyramidales, organisées avec un maître qui dispense le savoir, et puis des écoles d'un deuxième type qui tentent d'améliorer ou de tester des pédagogies alternatives. Et toi, tu t'es rendu compte au fur et à mesure de ton expérience que les enfants pouvaient être complètement libres et faire plein d'apprentissages informels, dans l'autonomie, simplement avec un cadre de sécurité que tu garantissais. Et donc, voilà une définition possible de l'école du troisième type. C'est un endroit où les enfants peuvent apprendre librement, avec un minimum de contraintes, j'ai envie de dire. Et c'est cette expérience-là que tu as faite et que tu relates dans de nombreux ouvrages. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être préciser ou apporter des détails supplémentaires sur cette définition ? Je sais. Est-ce qu'on l'a perdu dans la connexion? Je ne l'ai plus. Ouais. Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion avec Bernard Collot. Alors, il va se reconnecter, ça risque d'arriver. On ne peut pas remplacer Bernard sur ces contenus-là. Peut-être est-ce que tu peux définir précisément ce que c'est une école du premier type et une école du deuxième type? Pour aller plus dans les détails, Bernard s'est inspiré de la pédagogie Freinet à ses débuts, dans les années 60 à 70. Et au début des années 80, il se rend compte qu'il peut vraiment laisser les enfants libres dans leurs activités. Il organise sa classe avec différents espaces où les enfants peuvent apprendre, ou jouer, ou faire des activités. Ce que dans les écoles classiques on appelle un travail. Là, en l'occurrence, c'est uniquement suivre des activités qui les intéressent. Alors, il les stimule par des propositions. Il peut ramener des cartons, il peut y avoir des propositions d'aller faire des visites ou d'aller voir. Il prend aussi les propositions, il suit les propositions des enfants, et ainsi progressivement se met en place cette école dans laquelle les enfants ont envie de venir. Et les enfants ayant envie de venir, on arrive même au bout de quelques années à ce que l'école reste ouverte pendant les vacances. Voilà. Et à ce moment-là,
l'école est un lieu ouvert sur le village et plusieurs chaînes de télévision s'intéressent à ce qu'il fait et viennent le filmer, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des traces audiovisuelles de ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est-à-dire que tous les langages de l'école, tous les langages qu'on attend d'enfants, hein, savoir parler bien français, écrire français, savoir compter, etc., ces enfants de classe primaire en multi-âge, donc de 6 à 12 ans, vont l'apprendre en faisant des activités, on pourrait dire presque en jouant, parce qu'ils ne sont jamais punis, jamais contraints. Ils sont stimulés par des échanges que leur propose Bernard avec d'autres classes, par exemple. Et au final, ces enfants apprennent les langages mathématiques, mais ils apprennent aussi à dessiner, ils apprennent de la musique. Et leur retour dans les classes de... Ah, j'entends à nouveau Bernard dans mon casque, peut-être va-t-il revenir. Voilà. Donc ces langages sont appris d'une autre manière que ce qu'on connaît habituellement. Alors évidemment, il est inspecté régulièrement tout au long de sa carrière et les inspecteurs ne trouvent rien à redire parce que personne ne se plaint de ce qu'il fait, bien au contraire, et l'école va même perdurer après. Alors, j'ai pas de nouvelles de Bernard Collot. Peut-être que... Ah si, il est là. C'est bon, il arrive. Alors, je vais juste te cacher et te... Alors, je sais pas si... Il peut parler. Ouais. Bon, peut-être ce qu'on va faire, c'est donc... on avait une surprise pour Bernard qui est derrière et peut-être du coup, on va commencer par lui, tant pis, le temps que si on n'arrive pas à résoudre des soucis techniques. Est-ce que c'est bon pour toi, Jean-Guillaume ? Oui, oui. Est-ce que Bernard, tu l'entends ou pas dans le... Non, pas du tout. Donc, il va, je pense, se reconnecter et se déconnecter. Et puis, en attendant, on va recevoir donc Franck Mérine qui arrive, qui est un des premiers élèves donc de Bernard Collot. La manipulation. Voilà, on l'entend pas, c'est normal? Oui, c'est normal, c'est ma faute. Tu le démutes? Oui, voilà, c'est bon. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonjour Franck. Alors, Guillaume, tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh ben, c'est merveilleux. On dirait qu'il y a moins de décalage qu'avec Bernard. Donc, oui. On est moins éloignés déjà, c'est normal. Oui. Alors, toi, tu as eu la chance de pouvoir vivre les expériences au début des années 80 dans une classe de Bernard. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu vis en Alsace et c'est par des hasards improbables qu'on a pu mettre la main sur toi, hein, et qu'aujourd'hui, tu peux être disponible. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment ça s'est passé, cette expérience, comment c'était pour toi cette école qui était au démarrage de l'expérience, hein? Alors, c'est un petit peu... Pour moi, c'était forcément... Ça a été une expérience assez formidable, mais sauf que l'âge, peut-être, effaçant les choses, pour moi, c'était quelque chose quasiment de naturel. C'est maintenant que des gens, quand des gens comme toi s'y intéressent, et quand je suis amené à en discuter, tu me rends compte que finalement, je pense être passé par un sas assez formidable, en tout cas qui m'a apporté beaucoup. Je suis très, très content, très fier d'avoir bénéficié de ce type d'enseignement, parce qu'on peut quand même encore appeler ça d'enseignement, mais de cette école du troisième type, telle que Bernard l'avait un peu imaginé. En fait, moi, comme je suis issu du premier moule, c'est encore plus sympa d'en parler, je dirais, parce que là, c'était le mortier des expériences, un petit peu, même pour Bernard, hein, qui se cherchait encore un peu par rapport à ce qu'il comptait faire. Donc là, on avait vraiment eu, je vais pas dire carte blanche, mais on était vraiment on était la page blanche, en fait, à toute cette classe, hein, de Bernard, et c'était assez bien vécu finalement par le village, puisqu'il y avait aussi toutes ces problématiques-là de pouvoir inscrire ce modèle-là de vie scolaire dans un village de campagne où jusqu'à maintenant on fonctionnait à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc, comment ça se passait concrètement? C'est-à-dire que
il y avait encore des cours, des leçons, ou il avait commencé à créer des espaces et des ateliers où vous pouviez aller à votre guise? Non, effectivement, s'il n'y avait plus de cours tels que moi j'avais pu en connaître sur les sections précédentes, en fait, la classe s'organisait autour d'une sorte de centre, de table centrée en U. C'était un peu le coin des débats. Et autour de cet espace central était dispatché le coin lecture, le coin l'atelier maths. On avait des sortes on avait des fiches pour de travail individuel, français, maths, à partir desquels on pouvait s'auto-former. Et en appui venait donc Bernard qui venait nous corriger bien sûr, et puis vérifier que tout était bon, voir si on pouvait ou non passer à l'étape suivante, au cours suivant. C'était une progression logique, je dirais, un peu comme on fait aujourd'hui. Là, je vois avec le confinement, c'est un petit peu la solution de secours de beaucoup d'enseignants qui proposent des versions en ligne d'apprentissage, de vérification des enseignements scolaires. Donc, finalement, c'est un petit peu ça avant l'heure, avant l'heure, savoir que l'informatique n'existait pas en public, et donc on se débrouillait avec ces fiches-là. Et puis il y avait d'autres ateliers un peu partout. Comme l'école primaire d'où je suis issu, dans ce petit village Moussac, était encore un ancien bâtiment qui accueillait autrefois une école des garçons, une école des filles. Donc c'était un établissement, enfin un bâtiment relativement grand pour le nombre d'élèves que nous étions. Donc il y avait vraiment cette partie classe sérieuse entre guillemets, et puis l'autre partie était plus la partie activité. Donc là on avait une imprimerie à l'ancienne, donc avec des caractères en plomb et des petites réglettes. Donc on a démarré un journal comme ça. On avait également un coin pour de la peinture, pour du théâtre, pour la fabrication de marionnettes. On faisait des sortes de moulages en plâtre pour faire de la sculpture. On avait tout l'espace de la cour avec des jardins. Alors là, les jardins familiaux aujourd'hui, c'était un petit peu ça à notre échelle. Chacun avait son petit coin de jardin et pouvait y exploiter des choses. Et puis on avait surtout tout cet espace en dehors du village, avec la forêt et tout ça, les points d'eau qui nous permettaient de découvrir la nature et toute la vie extérieure. Quand je dis la vie extérieure, c'est tout ce qui nous entoure, mais qui finalement passe pour peut-être du loisir ou des vacances. C'est-à-dire que votre vie scolaire ne se résumait pas à être dans la salle de classe. Et donc, on comprend qu'au début, il y avait encore des fiches. Est-ce que toi, tu as vu à quel moment à un moment donné, il les a abandonnées? Est-ce que toi, c'était encore scolarisé? Alors moi, il y avait encore, on a fonctionné quand même une grande partie de l'année avec les fiches. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est passé à un autre système parce qu'on était un petit peu plus dans de l'auto-gestion de nos propres contenus de formation. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, on avait plutôt tendance à fonctionner sur le principe de la matinée, travail enseignement classique, je dirais, donc obligatoire, ce qui semblait être obligatoire pour un cursus normal d'une classe normale, donc plutôt des maths, du français, de l'histoire éventuellement. Et puis, quand on avait un peu rempli ces missions-là, on était autorisé à passer à autre chose. Donc là, on pouvait aller s'éclater et faire des activités qui n'avaient effectivement rien à voir, mais qui nous permettaient de rester toujours en phase avec ce qu'on venait avec nos enseignements, à savoir qu'on pouvait très bien se mettre à rédiger là, je prends un exemple perso. J'avais fait tout une sorte d'exposé sur les volcans parce que ça me tenait à cœur à ce moment-là. Donc, ça nécessitait forcément des recherches personnelles. Il y avait une bibliothèque, des bouquins accessibles dans la classe. Donc, c'est toujours du travail de français détourné, mais avec une petite dimension un peu plus sympathique. Et voilà, l'émulation se faisait beaucoup par ce partage entre tous, cette volonté de découvrir des choses, mais surtout d'en faire profiter des autres en direct, donc beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Et c'est ce qui fait la qualité de ce que décrit Bernard ou de ce dont tu peux témoigner, c'est que finalement l'émulation est telle, l'intérêt est tel que visiblement il n'y a plus de raison de conflit. Les récréations semblent même avoir disparu puisqu'on peut sortir quand on le souhaite et que souvent ce qu'on fait à l'intérieur de la classe ne donne pas forcément envie d'aller dehors. Est-ce que toi tu as connu cette ambiance-là? Est-ce qu'elle était déjà installée? Ah oui, tout à fait, ouais. Alors c'est assez amusant ce que tu soulignes, le fait qu'il n'y ait pas de récréation, parce qu'effectivement on pouvait sortir un peu tous quand on voulait, et finalement on ne sortait pas parce qu'on était pris par ce que l'on faisait, qui était complètement intéressant. Et donc voilà, on n'avait pas forcément envie de sortir dehors. C'est même
presque plutôt Bernard qui nous disait bon allez maintenant on fait un break et on restait à faire autre chose dehors un peu parce qu'il fallait souffler et prendre l'air. Donc son mode de fonctionnement, je trouve ce mode de fonctionnement-là était assez idéal parce que nous captait complètement notre attention et nous a mobilisés sur du contenu qu'on n'aurait peut-être pas ingurgité de cette façon-là en tout cas. Et par la suite, qu'est-ce que tu as je vais y arriver. Il existe différentes vidéos qui ont été tournées, je pense, après ta période de scolarisation, qui est plutôt début des années 80, c'est ça, hein? Alors, tout à fait, oui. Comment était l'ambiance dans le village? Que disaient les gens par rapport à ça? Comment ça se passait? Parce que toi, tu es de ce village, donc tu as vu les 20 années où Bernard Collot était dans le village. Ça a changé quelque chose, tu vois ou... Complètement, oui, complètement. Ça a été... comment dire, c'est un peu un grand mystère que l'arrivée de Bernard dans le village, puisque c'était l'instituteur qui arrivait après maintes et maintes instituteurs qui avaient donc leur méthode à l'ancienne et qui formaient à l'ancienne tous les gamins de l'école depuis des générations du village et surtout de la campagne environnante, puisque beaucoup d'élèves venaient des campagnes, venaient à pied, marchaient une demi-heure, voire plus, pour venir à pied. Il n'y avait pas de ramassage scolaire. Et donc, par rapport à l'ambiance dans le village, effectivement, quand il est arrivé, c'était un peu presque une caricature. On était à la fin des années 70. L'image du hippie était encore bien ancrée, surtout dans des gens à la campagne. Donc Bernard avec un bandeau dans les cheveux très longs, la barbe et la moustache, habillé en pull-over et en pantalon en velours, grosse côte, ça faisait vraiment l'ours sorti on ne savait où. Donc il y a eu, alors il n'y a pas eu comment dirais-je, de confrontation, enfin pas de confrontation, mais de refus du personnage, mais il y avait une certaine méfiance, ça c'est clair. Et puis en fait il a été super vite intégré dans le village parce que de toute façon il n'y a pas d'autre choix que cet instituteur-là, pas d'autre possibilité. Et puis et finalement tout le monde lui a fait confiance rapidement. Alors au départ c'était un test pour une année. Il a proposé aux parents d'essayer autre chose et comme ça a marché. L'école n'a pas fermé, parce que c'était ça l'enjeu. C'était aussi l'un des enjeux très importants du village, c'était de ne pas voir partir l'école, de ne pas voir cette fermeture. D'accord. Et par la suite, quand tu as retrouvé, donc, ça fait presque une génération complète, qui pendant 20 ans, qui vit cette expérience-là, on sait, chose incroyable, que les enfants ont envie d'y aller pendant les vacances. Enfin, ça paraît impensable aujourd'hui d'imaginer ça. On a du mal à le croire, pourtant c'était le cas. Que sont devenus tous tes camarades d'école ou ceux qui étaient après toi, que tu as dû connaître puisque tu habitais là-bas? Alors, ceux qui étaient après moi, les générations tout de suite après moi, oui, j'en connaissais encore quelques-uns, pas mal, et on se voit à l'occasion, parce que c'est vrai que moi j'ai de moins en moins l'occasion de retourner dans le Poitou, mais je suis toujours en contact avec certains, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, j'ai envie de dire, on a tous une vie normale, on n'est pas devenus ni des Einstein, ni à l'inverse des QI de 10. Voilà, je pense qu'on est des gens tout à fait normaux. J'ai envie de dire quand même que pour certains d'entre nous, j'ai l'impression que le passage par cette école nous a embelli la tête, nous a aidé en tout cas à passer à autre chose. Pour d'autres, ça n'a sans doute peut-être pas été plus probant que ça, mais en tout cas, ça a fonctionné puisque l'enseignement est là et personne n'est illettré. J'ai même l'impression que pour toi, ça a été une phase qui a développé ta créativité, que tu as vraiment découvert tes potentialités et que le passage en sixième et au lycée n'a rien interrompu, au contraire, et que cette créativité, tu la gardes encore aujourd'hui dans ton métier. Tout à fait. Alors, je pense que ça vient en partie de cette période-là. Si ça ne vient pas de là, alors je vais pas me jeter des fleurs, mais si ça ne vient pas de là, alors je suis extraordinairement bon. Mais je pense vraiment pas que ce soit ça. Je crois que c'est vraiment le passage par l'école et entre les mains de Bernard qui moi, par contre, aujourd'hui aussi a développé tout ce que je fais, que tu connais un petit peu, donc Jean-Guillaume, toute cette partie d'animation, création, autour de scénarios, de jeux et plein de choses comme ça.
Et puis, il y a un cerveau qui bouillonne tout le temps et j'ai besoin de cette création en permanence, quoi. Eh ben, je pense que là, on peut vous laisser. Ah ouais, Bernard est revenu. Je vois Voilà. Bernard en bas. Donc, Bernard, je ne sais pas si tu le reconnais parce qu'il a un peu changé. Oui, c'est Franck. Oui, et oui. Salut Franck. Salut, on s'est vu l'année dernière déjà, ça passe très très vite le temps. Eh oui. J'ai fait un petit arrêt par chez toi, donc l'année dernière, aux vacances, juste après, non, au moment des vacances de Pâques, justement. Ouais. Alors, puisque tout à l'heure, il y avait les préparatifs, j'ai cru entendre qu'il y avait du fromage de chèvre ou quelque chose comme ça de ton côté, comme d'habitude. Donc de mon côté, comme d'habitude aussi, il y a le vin qui accompagne, bien sûr. Alors, parce que Franck travaille dans le domaine du vin et de la viticulture. Hein, oui, voilà. C'est voilà, des animations, de façon générale, on va dire de l'animation autour du jeu et autour du vin, quoi. Oui, alors, et puis avec un parcours un petit peu bizarre quand même. Hein. Un peu atypique, oui, si on veut, c'est vrai. Me voilà d'ailleurs en Alsace, ça, si c'est pas atypique. Hein. Du coup ouais, vas-y, Franck, tu avais... pour finir un peu la question que tu posais juste avant, donc par rapport à l'ambiance dans le village, moi je voulais juste citer enfin même deux exemples par rapport à ce ressenti quand Bernard est arrivé dans le village où c'était un peu l'ours qui venait de ne savait où, mais pour autant on lui a pas jeté de cailloux, quoi. Je me rappelle donc que là c'est ma mère qui l'expérience complètement personnelle, ma mère qui a toujours été quelqu'un elle est décédée depuis plus de 20 ans, mais ma mère elle était quelqu'un de très plutôt timide, plutôt réservé, et lorsque Bernard est arrivé, elle m'a emmené quelques jours avant la rentrée. Il fallait qu'on rencontre l'instituteur pour voir ce qui allait, à quelle sauce on allait être mangé, parce que on ne savait pas qui c'était que ce barbu avec son bandeau dans les cheveux. Et puis en fait, après le rendez-vous, en fait, elle est rentrée, elle est rassurée, elle a pu même d'ailleurs commérer un peu dans le village et dire que on n'avait pas un ogre à la rentrée qui allait nous bouffer tout cru. Et donc je pense que Bernard avait bien joué, forcément il allait devoir exposer un peu ce qu'il allait faire, à savoir qu'il savait pas ce qu'il allait faire, mais il a bien joué là-dessus puisqu'il a su prendre les gens comme il fallait pour leur dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et l'autre épisode, et ça on a eu l'occasion d'en parler avec Bernard l'année dernière lorsque je lui ai rendu visite, c'est l'hiver qui a suivi. Il a été un hiver super rude avec beaucoup de neige. Et Bernard habite à quelques kilomètres de Moussac. La voiture ne démarrait pas, je pense, ou en tout cas ça glissait trop pour pouvoir venir avec la 4L. Il est venu à pied, 5 ou 6 kilomètres à pied. Et donc dans le petit matin, la route toute blanche, à moitié du brouillard. Bien sûr, nous, on n'était pas à l'école parce qu'on se disait bien que c'était terminé, quoi. Aujourd'hui, c'était les vacances. Et là, le cantonnier a vu au loin, sur la grande ligne droite qui rentre dans le village, une silhouette. Là, c'était vraiment l'abominable homme des neiges qui arrivait, la barbe à moitié gelée, la moustache à moitié gelée. C'était Bernard qui était arrivé à pied et qui allait à l'école, qui allumait le poêle. Et finalement, l'école était là. Et ce petit déclic, par le biais du cantonnier, ça a un peu ravivé la flamme de tout le monde. Il y a toujours des personnages clés. Quand on veut aborder une entreprise, on passe par la secrétaire de direction pour faire monter l'information au directeur. Et ben là, c'est un petit peu ça. Le cantonnier a fait passer l'information à tout le village, comme quoi ce gars-là, il devait être bien parce qu'il est quand même venu s'occuper des gamins en plein hiver, allumer le poêle, et c'était parti pour l'école, quoi. Voilà. Alors, peut-être qu'Ophélie, tu as une question à poser sur les notes. Je te laisse la poser. Oui, je voulais savoir, Franck, comment tu avais vécu le passage à un système avec d'un système sans notes et sans punition à un système ensuite avec des notes et des punitions dans le passage au collège. Est-ce que j'ai pas vraiment de souvenirs marquants en me disant j'ai mal vécu ou j'ai bien vécu ça, mais c'est vrai que c'était assez déroutant puisque du jour au lendemain il fallait d'un seul coup être en constante démonstration de son savoir, d'un savoir qu'on venait juste d'avoir quelques leçons précédentes et puis il fallait contrôler le contenu des choses.
Donc voilà, on n'était plus sur une globalisation des connaissances, mais sur des choses très factuelles, très récentes. Et ça, c'est assez perturbant finalement, parce que c'est là où on se rend compte que la progression, elle ne se fait pas par rapport à une connaissance cérébrale, par rapport à la mémorisation de plein de choses, par rapport à des acquis faits, elle se fait tout simplement par j'ai bien su réciter, donc eh ben allons-y, et je vais pouvoir accéder à la classe supérieure, voir prochainement un joli examen débouler, et puis un diplôme à la clé, quoi. Et, ça fait déroutant, et voilà. Et Bernard, tu faisais comment, toi, pour arriver à faire la jonction? Parce que tu faisais pas de notes, mais il fallait en donner au-dessus. Comment tu vois, et qu'est-ce que ça te faisait de les voir partir dans le système avec les notes, les punitions? Comment tu vivais ce passage? Donc, comment tu faisais pour les accompagner de CM2, de ta classe à la 6e? Comment je faisais? Bah Oui. Je faisais rien. Oui, ça pose pas de problème. C'est toujours pareil, toi. Il y a des idées qu'on a sur l'école, bon, qui datent de plus d'un siècle, quoi, qui sont complètement fausses, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils arrivent au collège? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Bon, ils doivent savoir lire, mais il faut s'entendre sur ce que ça veut dire savoir lire, quoi. Savoir lire, c'est pas répéter, annonner un manuel, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pouvoir lire, écrire, lire, hein, parce que nous on dit pas lire, on dit écrire, lire, parce que les deux sont liés, quoi. Les deux sont liés. Bon, donc pouvoir se retrouver dans de l'écrit, se retrouver dans des textes, retrouver chercher des documents, enfin, etc., quoi. Parce que au collège, il y a que ça. Il y a que ça. D'ailleurs, à une époque, c'est l'inspecteur général qui le disait, c'était Louis Legrand, je crois. Et la seule compétence que doivent posséder les enfants pour rentrer au collège, c'est savoir lire. Bon, mais il faut s'entendre, toujours pareil, sur ce que ça veut dire savoir lire. Eux, ils n'avaient pas arrêté de lire, d'écrire et de lire. Pour mille et une raisons, mais pas pour faire des exercices, mais pour mille et une raisons. Pour écrire à des copains, pour envoyer des messages, pour faire des articles, des papiers sur le journal, enfin, etc., quoi. Ils n'arrêtaient pas. Donc, eux, ils baignaient dans l'écrit. C'est la seule chose que l'école, en somme, pouvait apporter. Parce que dans les maisons, d'une façon générale, bon, on écrit moins. Hein, quelquefois, on n'écrit pas dans certains endroits. Du coup, techniquement, tu faisais des faux bulletins, tu remplissais des bulletins. Comment tu faisais pour où ils savaient au bout d'un moment que ça allait, tu vois, le collège te foutait la paix Ah bah oui, mais mais on fonctionne, tu sais, les fameuses évaluations, toutes ces choses-là, c'est que du vent, tout ça, c'est que du vent. Au collège, de toute façon, alors je sais plus maintenant, hein, mais à cette époque, bon, au moment de l'entrée au collège, en somme, hein, il y avait une grande réunion avec les enseignants du cours moyen, l'inspecteur, des profs du collège, le directeur du collège, etc., etc. Bon, et il fallait que nous, on amène des grandes enveloppes, hein, dans lesquelles il devait y avoir un cahier de contrôle, je sais plus quoi encore, quoi. Et sur la partie, sur l'enveloppe, sur la grande enveloppe Kraft, bon, on marquait, bon, en maths, français d'ailleurs avec ça, je crois, maths, français, ouais, bah ça va, il peut suivre, point barre. Mais c'était fini, quoi. Bon, mais personne ne regardait. Personne ne regardait. Et personne. Bon, enfin, j'ai raconté ça souvent parce que c'est amusant, quoi. Donc, la première année, bon, on essayait de mettre des trucs sur ce cahier de contrôle. Bon, on dit, tiens, t'as fait un texte libre, bah, mets-le dans le cahier de contrôle, ou t'as fait une recherche de maths, tiens, bah, mets-le dans le cahier de contrôle, on colle ça dedans, quoi. Bon, n'importe comment, en quelque sorte, quoi. Bon, puis quand je me suis rendu compte que personne ne regardait ça, eh bien, ensuite, ben, je mettais un cahier vide pour faire le poids. Voilà, donc les enveloppes des mômes de Moussac, dans la fameuse commission, elles passaient d'une main à l'autre jusqu'à l'inspecteur qui mettait l'enveloppe sur le tas des autres enveloppes, quoi.
Et voilà, l'enveloppe, mon enveloppe faisait le même poids que les autres. Et personne n'a jamais regardé. Et de toute façon, c'était les enseignants qui disaient, bon, il suivra au collège ou il suivra pas au collège, il vaudrait mieux qu'il reste un an. Et puis c'est tout. On faisait semblant de discuter un peu dessus, quoi. Mais c'était ça, quoi. Ok. Donc toute l'école, ces évaluations, etc. Mais c'est du vent. Hein, c'est du vent, quoi. Je voulais remercier Franck d'avoir participé à cette surprise et pour ton témoignage vraiment très intéressant. Je te laisse repartir en arrière-plan et puis si tu restes, on se retrouve après le live pour discuter avec Bernard Collot pendant le débrief. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Salut Franck. Merci. Ah, va falloir que je te change. Oui, vas-y. C'est bon. Vas-y Ophélie, je te laisse. Tu veux que Oui. je reprenne? Non, c'est bon. Par rapport donc à ces écoles du troisième type, vous avez parlé d'un concept qui est le concept de la simplexité que vous avez emprunté à Alain Berthoz. Et moi, je voulais en savoir plus sur qu'est-ce que vous entendez donc quand vous parlez de l'école du troisième type comme une école de la simplexité. Ouais, moi, je vais résumer un petit peu la simplicité à à la façon d'un jardinier en quelque sorte. Hein. Bon, les plantes, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles poussent, etc. Bon, c'est d'une complexité extraordinaire en quelque sorte. Hein. Si on se penche sur comment elles poussent, qu'est-ce qu'il faudrait leur donner pour qu'elles poussent, etc. Bon, on n'y arrive pas. C'est ce que l'agriculture a fait d'ailleurs. L'agriculture industrielle, elle est née de la science. Hein, voilà. Qu'est-ce que les plantes ont besoin? On leur donnait ce qu'elles ont besoin, tant d'azote, tant de machin, etc. Bon, avec les conséquences qu'on connaît. Hein. Bon, il n'y a pas besoin que je m'étende trop là-dessus. Quoi. Bon, mais un jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Je parle d'un jardinier, allez, appelons-le un permaculteur. Quoi. Bon, il s'occupe que d'une chose, c'est que le terrain dans lequel il va mettre les plantes, ce soit un terrain vivant. Les plantes, elles vont se débrouiller avec ce terrain si ce terrain est vivant. Donc le problème du jardinier, c'est le terrain. Bien. Mais après, il va donner peut-être un coup de pioche par-ci. Je dis, tiens, peut-être faudrait que j'arrose un petit peu. Bon, peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Mais ce simple geste, par exemple, donner un petit coup de pioche à un endroit, ce simple geste déclenche tout un tas de choses. C'est un geste simple, mais il va déclencher tout un tas de phénomènes, de processus qui, eux, sont extrêmement complexes. Et la plante pousse. Donc mon boulot à moi, c'était d'abord le terrain dans lequel les enfants devaient pousser. Hein, parce que c'est ça, hein, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils grandissent, ils poussent. Quand ils apprennent, ils poussent. Lorsqu'on apprend, on évolue, on grandit. Et ça, sans arrêt, quoi. Est-ce que Donc, tu peux donner mon problème était très simple. Est-ce que tu peux donner un exemple concret dans ta classe d'un geste simple que tu pouvais faire ou que un élève pouvait faire et qui déclenchait tout d'un coup quelque chose de complexe? Oh, bah, des fois, c'était mettre, je sais pas, mettre. Mais tiens, je raconte ça, tiens. Bon, j'avais mis, par exemple, dans la classe, vous savez, des grands calendriers. Que les pompiers, les éboueurs, ça vous donne, vous savez, c'est des grands calendriers. Voilà, en me disant, oh, je vais mettre ça dans un coin parce que peut-être, ils vont peut-être faire des maths avec ça. Voilà, quoi. Bon, alors mes calendriers, ils ont servi. Ils ont servi à qui? Ils ont servi à Sébastien, qui les a pris et qui s'en est fait une cabane sous sa table. Voilà.
Sébastien, il avait besoin de se retrouver dans un coin. Sa sécurité, son état sécure lui demandait de faire ça. Donc, mes calendriers, ils ont été très importants, mais pas du tout pour ce que je pensais qui pouvait être utile, quoi. Ouais, voilà, je peux donner cet exemple. Et après, c'est ça, dans la classe, dans l'école, quoi. Bon, on essaye de mettre tout un tas de choses en se disant on ne sait pas ce que ça va provoquer. À la limite, on peut mettre un chat aussi, c'est pareil, un chat, un pot de fleurs, on met tout un tas de choses, quoi. Et c'est le terrain, c'est ça le terrain. Bon, évidemment, un jardin, hein, il faudrait que toutes les écoles aient un jardin, quoi. Donc, oui, c'est pas très compliqué. Alors, bien sûr, comme on est payé à l'école quand même pour que les enfants construisent les langages, ce que j'appelle moi les langages sociétaux, hein, c'est-à-dire l'écrit, le langage mathématique, le langage scientifique. Encore que le langage scientifique, je sais pas trop si vraiment l'éducation nationale s'intéresse beaucoup au langage scientifique. Voilà. Donc cet environnement, on essaye d'y apporter ce qu'on peut penser qui va provoquer, orienter dans la construction de ces langages-là, quoi. Bon, par exemple, lorsque est arrivée la télématique, bon, eh bien, on s'est dit, tiens, on va mettre en place un réseau, en somme, hein. Ça, les enfants, ils n'ont pas eu l'idée d'installer un réseau de classe, un réseau télématique. Bon, bon, il est en place. Il va servir ou il va pas servir? Bon, évidemment, dans nos classes, ça a démarré, ce qui s'appelle au quart de tour, quoi. Au quart de tour. Mais ça aurait pu ne pas être utile. Et puis dans certaines autres écoles, bon, ben, c'était pas utile. Ça n'a pas servi, ça n'a rien provoqué. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette complexité, j'ai une question qui va peut-être un peu t'amuser, mais c'est la question neurologique qui aujourd'hui semble très importante pour expliquer comment les enfants apprennent. Est-ce que toi, tu as pu voir sur quelle base neurologique, quelles approches neurologiques l'école du troisième type propose? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Oui, alors moi je dirais presque l'inverse, hein. Quand je dis l'école du troisième type, mais tu as précisé, je pense au début, là, mais on était coupé, pourquoi je l'ai appelé école du troisième type. Mais depuis le début du XXe siècle, hein, toutes les pédagogies actives, Freinet, etc., sont allées dans ce sens. Et nous, on n'a fait que prolonger cela, quoi. Et moi, je dirais presque que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est les sciences qui ont plutôt cherché pourquoi on avait raison. Parce que, bien sûr que je m'en suis servi des fameuses sciences neurologiques. Je m'en suis servi d'abord pour comprendre pourquoi ce qu'on faisait, eh bien, ça marchait. Une partie, hein, parce que pas toute, mais une partie a éclairé en somme pourquoi ce qu'on faisait fonctionnait. Disons qu'elles ont cautionné. Mais on ne peut pas dire que nous nous sommes inspirés des sciences neurologiques. Alors là, pas du tout. Alors là, pas plus que l'agriculture biologique s'est inspirée de la biologie comment dire, sur laquelle était basée l'agriculture industrielle, quoi. C'est ensuite que les sciences se sont un peu penchées sur ce que faisaient ces agriculteurs biologiques en disant c'est bizarre, ça marche, quoi. Alors qu'au début, ils étaient considérés comme des empiriques un peu naïfs, idéologiques, etc., quoi. C'est la même chose pour toi, tu es parti du terrain et de l'observation de ce qui se passait et tu en as déduit une conduite à tenir par rapport aux enfants. Oui, oui, mais je reviens à l'exemple de mon jardinier, quoi. Dans le jardinage biologique ou dans la permaculture, on suit les plantes.
T'as les plantes qui disent ah, il faudrait peut-être qu'on apporte ceci, il faudrait peut-être qu'on fasse cela. On essaye, ça marche pas. Bah, si ça marche pas, on essaye autre chose. Et voilà, c'est ce tâtonnement expérimental constant en somme. Mais En, en, la vie elle-même est le tâtonnement expérimental. en lien avec les sciences neurologiques et notamment les troubles de l'apprentissage, comment ça se fait que s'il y a eu des enfants dyslexiques dans ta classe, ça ne les a jamais empêchés d'apprendre à lire et à écrire? Eh bien oui, parce que quel est le problème en somme de tous les enfants qui, donc c'est tous les enfants, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui est conforme à ce qu'on voudrait qu'il soit, quoi. Mais c'est que on veut qu'ils apprennent. Alors d'abord, le problème, déjà il y a un premier problème, c'est lorsque on veut que les enfants apprennent telle ou telle chose. Et par-dessus le marché, on veut que ce soit à tel ou tel moment. Bon, c'est déjà le premier problème, ça. C'est déjà le premier problème. Ensuite, ça y est, j'ai perdu ta question. Sur les troubles 10, oui. Oui, Comme bon, alors, bah, il y en a eu, hein, statistiquement, en une quarantaine d'années, il y a dû en avoir, quoi. Mais dès l'instant où moi, c'est pas moi qui leur apprenais avec une méthode, ils avaient donc pas à se plier à une méthode. Euh, donc, leur cerveau, face à un problème qu'ils avaient à résoudre ou une solution qu'ils avaient à trouver, ils ont pris leur propre chemin, mais je ne sais pas lesquels, je ne sais pas quel chemin. C'est-à-dire que nous, on ne guérit pas. Hein, nous ne sommes pas des thérapeutes, on ne guérit pas de la dyslexie ou de n'importe quel dys ou de quoi que ce soit. Mais on permet aux enfants de faire avec à leur façon. De faire avec à leur façon, quoi. de mettre en place des stratégies d'apprentissage qui leur sont propres. Voilà. Mais on ne les connaît pas. Mm. Et je défie n'importe quel scientifique de les connaître, même s'ils s'amusent avec les images cérébrales. Ils jouent d'ailleurs, ils jouent avec ça, quoi. Parce qu'on met des électrodes sur la tête de quelqu'un. Bon, ça fait une image sur un ordinateur. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire cette image? Bon, ils interprètent, hein, et on peut interpréter de mille et une façons. Et il est probable que c'est pas du tout ce qu'ils disent qui se passe. Comment voulez-vous qu'ils sachent ce qui se passe avec 100 milliards de neurones qui vont faire je ne sais quelle infinité de réseaux, de connexions entre eux. Bon, je veux bien croire qu'ils sont très intelligents, les scientifiques, mais enfin, c'est pas Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que tu as une forme de lâcher prise, j'ai envie de dire. Tu fais confiance à des processus qui t'échappent, mais que les enfants vont mettre en œuvre. Mais toi, tu es dans un cadre qui est très contraignant. Et je pense à Cyriaque Bessard qu'on a interviewé il y a quelques jours. Lui, il est dans ce cadre-là. Il faut qu'il compose avec. Comment toi, tu composais avec ce cadre-là qui est, lui, très coercitif, très pesant? Comment tu arrivé à faire en sorte de protéger les enfants de leur processus, alors que tu avais des inspecteurs au-dessus qui auraient voulu que tu appliques les méthodes ou telles méthodes. Oui, mais d'abord, nous, les classes uniques, on était plus ou moins ignorés, hein, du système. Donc les inspecteurs, bon, ils venaient, puis bon, hein, ils venaient pas trop nous ennuyer parce que ils étaient quand même bien embêtés pour pouvoir nous donner des conseils, pour pouvoir dire comment il fallait faire, puisque le multi-âge, c'est un anachronisme dans l'éducation nationale. Bon, alors c'est vrai qu'on était assez isolés et relativement tranquille, quoi. Et puis ensuite, bon, nous trichions. Ah, oui, bien sûr. Bon, à l'époque, on parlait pas de désobéissance civile, quoi. Donc, mais nous, c'était, j'allais presque dire, la désobéissance passive. On trichait. On trichait.
Bon, si vous voulez au moment où il fallait envoyer des évaluations, bon, on envoyait des évaluations, quoi. Hein. Et voilà, que personne ne regardait, que personne n'épluchait. Et si tu devais donner des conseils aux enseignants qui souhaitent créer un espace dans leur classe, dans leur école, pour aller vers l'école du troisième type, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je me garderais bien de donner des conseils. Les conseillers sont pas les payeurs, quoi. Mais moi, je donnerai pas, je vais pas donner de conseils. Mais nous, on a procédé, je dis nous, hein, parce que faudrait bien rappeler hein, que c'est pas moi, Bernard Collot, voilà, il faut bien rappeler que nous étions toute une bande de classe unique qui échangions sans arrêt, etc. Donc Bernard Collot, il parle plus parce il était le plus vieux d'abord et puis il a eu plus de temps, mais c'est tout, hein, mais c'est tout. Ça y est, j'ai encore perdu la question. C'est pour les enseignants qui souhaitent se lancer. Oui, oui, alors, voilà, c'est ça. Donc, nous avons fonctionné par petits pas. Et finalement, parce qu'on a commencé, enfin moi j'ai commencé, et les copains et les copines, c'était la même chose, on a commencé avec une pédagogie, quoi. Bon, et grosso modo, c'était la pédagogie Freinet. Parce que, en particulier, dans une classe multi-âge, avec des enfants de 4 à 10, 11 ans, c'est pas la peine. La pédagogie traditionnelle, elle est impossible. C'est impossible. Donc c'est vrai qu'on s'est tourné vers la pédagogie Freinet. Alors peut-être pour certains amis c'était comment dire par conviction, par idéal aussi, ou tout simplement par pragmatisme en quelque sorte. Bon, puis à partir de là, à partir de ce cadre parti du marché, ce cadre il était sécuritaire. Il était sécuritaire pour les parents. Hein, parce qu'il y avait quand même des choses que, bon, ça ressemblait pas du tout à ce qui se passait pour eux lorsqu'ils étaient dans l'école. Mais bon, il y avait des fichiers autocorrectifs, il y avait des choses comme ça, il y avait le temps des maths. Voilà, donc c'était rassurant. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, on a enlevé ce qui était inutile. Je prends souvent l'exemple de la dictée. Bon, allez, vous embêtez les mômes à faire des dictées parce que vous croyez que c'est grâce à la dictée que ils vont plus faire de fautes. Bon, de toute façon, la plupart après, ils écrivent plus. Alors, faire des fautes ou pas faire des fautes, ça n'a plus beaucoup d'importance, quoi. Ça avait. Hein. Bon, au bout d'un moment, on se rend bien compte que ça sert à rien. Hein, que ça fait faire des progrès à personne, que ça marche pas la dictée. Bon, ben on fait plus la dictée. Alors on va faire autre chose, on va faire l'autodictée. Alors après il y a le mode l'autodictée. Ah ben ça paraissait quand même plus sympa, ça paraissait mieux. Bon, et puis quand on se rend compte que c'est pas l'autodictée qui fait avancer les enfants dans l'écrit, c'est d'écrire. C'est d'écrire, avoir des raisons d'écrire. Et à ce moment-là, alors là, on peut même les aider, là. Même, eh ben, on enlève l'autodictée. Et hop. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, on enlève ce qui était inutile. Puis alors, des fois, même, on essaye d'enlever quelque chose qu'on croit utile. Et on s'aperçoit qu'en l'enlevant, on est libéré, on peut faire énormément de choses, enfin voilà. Et donc petit à petit, on arrive à quelque chose de simple, d'hyper simple. Et on rejoint la simplexité. Voilà. Alors, Ophélie, je vois que tu as mis une question de Stéphanie Morer. Stéphanie, que tu connais, puisqu'elle avait participé à ta venue à Strasbourg il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu revois peut-être qui elle est. Oui, voilà, je la vois. Et elle demande quelle était la place des parents dans ton école, à ce moment-là, dans l'école du troisième type. Ah bah la place des parents, elle est importante, quoi. Elle est vraiment importante. Dans la première partie de ma carrière, entre guillemets, lorsque j'étais dans le Beaujolais, c'est là que j'ai compris qu'on peut pas, d'abord, on peut pas couper l'enfant de son parent.
Parce que c'est un peu ce qui se passe dans l'école, hein. L'école, elle capture les enfants pendant une bonne partie de la journée. Bon, alors c'est vrai que lorsqu'on arrive, au fur et à mesure que l'enfant grandit, hein, quand ils arrivent adolescents, etc., c'est plus tout à fait pareil. Mais couper brutalement le continuum affectif d'un enfant, alors plus il est jeune et plus c'est terrible même, hein, on peut employer le mot. Donc ça c'est impossible. Ça c'est impossible. D'autre part, on déresponsabilise les parents. L'éducation nationale fait quelque chose de complètement fou. Elle déresponsabilise les parents j'allais dire, de 8 heures du matin à 18 heures le soir, de 3 ans à 18 ans. Euh, mais ça devrait, comment dire, apparaître à tout le monde. Ça se dit, mais c'est de la folie. C'est impossible. Hein, elle les déresponsabilise, puis ensuite elle les accuse, bien sûr. Hein, elle les accuse de tout un tas de choses, manquer d'autorité, etc. Voilà. Donc, couper l'école des parents, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible, qui est à tout point de vue, quoi, hein, y compris au point de vue citoyen, etc. Donc, les parents, En- alors, en- d'abord, l'école était ouverte aux parents à tout moment de la journée. Et puis, pour une raison, j'allais dire, bien simple, quoi. Bon, ses parents, à l'époque, n'avaient pas demandé à être dans une école bizarre. C'était une école publique, donc c'était l'école des gens du village, quoi. Bon, cette école, ici, si je voulais discuter avec eux ensuite de ce qui se passait, ben, il fallait qu'ils puissent le voir. Il fallait qu'ils puissent le voir. Il fallait qu'ils puissent venir, qu'ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent euh, qu'on puisse ensuite parler sur du concret. Mhm. Voilà. Je leur demandais aussi, surtout au début, ça les avait amusés, enfin amusés, ça les avait même plutôt embarrassés. Je leur demandais donc ça c'est au début, puis après c'était devenu naturel. Je leur demandais chaque fois qu'ils passaient à l'école, qu'ils aient au moins une critique à faire. Voilà. Parce qu'il était impossible qu'il n'y ait pas quelque chose qui les ait choqués, quoi. Voilà. De telle façon que ensuite, ensemble, soit individuellement, mais surtout collectivement, on puisse discuter des critiques, de ce qui les avait choqués, surpris, voilà quoi. Et parce que c'est là que je leur redonnais, c'est important hein, de pouvoir, par rapport à une institution, de pouvoir dire, de pouvoir critiquer, hein, le mot critique, mais souvent le mot critique est considéré comme négatif, hein, parce que on pense que ce qui est critiqué, c'est la personne. Autrement dit, on pense que une critique va dénier la personne, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Donc il faut un certain temps aussi pour que les gens, sommes les parents, osent critiquer publiquement. Et ensuite, et ces critiques peuvent être justifiées, peu importe d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que lorsqu'on émet une critique, bon, eh bien, il faut l'argumenter. Hein, il y en a d'autres, d'autres parents qui n'ont pas la même vision. Donc il y a des visions qui se confrontent, il y a une écoute qui se passe, et c'est comme ça qu'on avance ensemble, en somme. Qu'est-ce que tu penses de la nécessité? Actuellement, on est donc en confinement en raison du Covid-19. Qu'est-ce que tu penses de la nécessité de faire les devoirs et de faire travailler les enfants pendant le confinement? Donc cette continuité pédagogique. Oui, en ce moment, je suis en train de faire des trucs là-dessus, oui. Bon, bah, la continuité pédagogique, bon, c'est la pression qu'il faut qu'il soit maintenue. Ça, c'est manifestement, c'est ça. Il faut maintenir la pression de l'école. Il faudrait bien quand même dire quelque chose, c'est que ce qu'on appelle école publique est l'école de l'État. Hein, on a complètement oublié ça, mais l'école publique n'a jamais été l'école publique pour les enfants ou pour les parents.
l'école publique, la finalité, c'est celle de l'État. Guizot, qui a été le créateur de l'école publique, en somme, sous Louis-Philippe, il s'en cachait pas. Hein. Il fallait arracher les enfants des pauvres, surtout, à l'influence néfaste de la famille, pour ensuite en faire de bons sujets du roi et de bons catholiques. Bon, Jules Ferry a continué. Bon, c'était pas pour faire des bons sujets du roi, mais de bons citoyens. Puis ensuite de bons travailleurs, enfin, etc. Quoi. Les objectifs de l'école ont toujours été celles de l'État. Enfin, des États et des sociétés que ces États défendent ou font perdurer. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les parents répondent à l'injonction de faire des devoirs avec leurs enfants, ils continuent à mettre la pression et ne peuvent pas faire cette expérience que s'ils les laissaient libres, leurs enfants apprendraient. Ah oui, mais là, c'est pas des représentations. Ça, l'école publique de l'État, elle a parfaitement réussi sa fonction. Hein. C'est mettre dans la tête des gens des représentations qui sont fixées ensuite. Personne ne peut. Mais, si je vais donner un exemple quand même, parce qu'il m'a beaucoup frappé et parce que mon grand-père me l'a raconté. Avant la guerre de 14-18, et même bien avant la guerre de 14-18, et ça a été des deux côtés du Rhin. L'école publique, qu'est-ce qu'elle a mis dans la tête des enfants? La patrie, l'héroïsme, l'obéissance, etc., etc. Il y a certaines écoles même où, pendant l'éducation physique, on apprenait à marcher au pas. Ouais, et ensuite, bon, ces enfants devenus soldats militaires, eh ben, ils sont allés se faire massacrer dans les tranchées, etc. Voilà, ça leur paraissait normal. La patrie, l'honneur, l'héroïsme, le sacrifice, etc. C'est l'école qui leur a mis ceci dans la tête, quoi. En ce moment, donc avec ce confinement et cette pression que mettent les parents, moi j'ai vu fleurir beaucoup de systèmes de notation des enfants qu'on retrouve dans le système scolaire avec les couleurs pour mettre des règles, des punitions. Comment ça se passait toi dans ta classe cette gestion quand il y avait un conflit? Un conflit, un conflit du désordre, par exemple. Je sais que dans l'interview de Jean-Guillaume que tu as fait il y a 2 ans, tu parlais que des règles qui sont utilisées comme une violence. Oui, mais on sait très bien que la règle, la loi, hein, et la justice, c'est une violence. On le sait bien hein, que. Bon, là, les exemples ne manquent pas, en particulier avec les Gilets jaunes, comment on utilise la justice, la loi, etc., comme une violence contre les personnes, en particulier lorsque ces personnes ne sont pas conformes à ce que l'État veut qu'elles soient, quoi. Donc je me méfie, je me suis toujours méfié des règles, en somme, qui dirigent. Et une règle en partie du marché, c'est quelque chose qui est sur un papier. Hein. Donc voilà que la vie des personnes, la vie des collectifs va être dirigée par des papiers. Voilà, donc non, je me suis toujours méfié de ce qui était des règles qu'on transforme en loi, hein, dans des pédagogies d'ailleurs, en pédagogie institutionnelle, par exemple, les règles sont transformées en loi. Bon, sauf que quand même, dans la pédagogie institutionnelle ou bien dans les écoles démocratiques, ces règles, quand même, elles sont élaborées par les enfants. Hein, donc, déjà, c'est plus tout à fait pareil. Hein, quand une règle est élaborée par un collectif qui a besoin de cette règle. En général, d'ailleurs, on en a besoin momentanément. Ça va jamais. Bon, au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de la règle. Quoi. On n'a plus besoin de. Parce que ce que tu dis là est très important parce que on voit bien que dans tes classes,
les règles, c'était peut-être des règles d'usage qui changeaient au fur et à mesure de ce qui se passait, que les enfants n'étaient pas punis ou qu'il n'y avait pas de baston ou de bagarre entre les élèves. Ce n'était pas une loi de la jungle. J'imagine qu'ils discutaient, qu'ils échangeaient quand il y avait des désaccords. Et est-ce que ce modèle-là, on pourrait imaginer le retrouver à un niveau plus grand, tu vois, à un niveau sociétal? Si les gens font l'expérience à un niveau individuel, comme ils l'ont fait dans ton école, on aura peut-être une autre réponse quand les gens ont des revendications comme avec les Gilets jaunes. Oui, absolument, hein. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est en train de se passer actuellement quand même, hein, grâce au virus. Grâce au virus. Donc, on pourra le remercier dans quelques temps, j'espère, hein, que ce sera ça. Mais bien sûr, par contre, il faut que ce soit dans de petites structures. Parce que là aussi, j'ai beaucoup insisté depuis des dizaines d'années sur la taille des structures sociales ensemble. Parce qu'une école, et en particulier une école du troisième type, c'est une structure sociale, hein, qui va s'auto-organiser. Une école traditionnelle, c'est aussi une structure sociale, mais elle, c'est une structure dans laquelle personne n'est libre, hein. C'est une structure où on doit se conformer et obéir à un cadre qui a été fait par une institution. Mais cette taille des structures est importante. J'ai souvent l'histoire des Gilets jaunes est très intéressante aussi. Par exemple, sur les ronds-points, c'est fou ce qui a pu se passer, se dire sur les ronds-points. Parce que c'était de petites structures, c'était pas 1000 personnes sur un rond-point. Hein, en permanence, c'était une dizaine ou quelques dizaines de personnes qui s'y retrouvaient en permanence et qui constituaient une véritable entité sociale. Alors, je pense que c'est ce qui a le plus inquiété l'État, c'est que des gens se mettaient à penser, d'abord, c'est grave quand les gens se mettent à penser, par eux-mêmes, bien sûr, et ensuite à s'auto-organiser. Et à s'auto-organiser. Il a été étonnant d'ailleurs que l'État se soit acharné à détruire en somme ces groupes sur les ronds-points, alors qu'ils ne causaient aucune perturbation. Donc, ouais, c'est pas innocent, c'est pas du tout le hasard. Vous avez envoyé une lettre aux Gilets jaunes, notamment aux Insoumis, et tous ces groupes humains, ils proposent donc de changer le monde, ou en tout cas de changer la société, et pourtant, le fonctionnement de l'école est rarement remis en cause. Ma question, c'est, êtes-vous entendu dans votre demande? Eh non, mais ça fait longtemps, hein. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est la réussite de l'école, ça. Hein, qui a forgé les représentations pratiquement de tout le monde. Pratiquement de tout le monde. Personne n'arrive à se rendre compte d'abord que l'école publique, c'est l'école de l'État. Personne n'arrive même les enseignants. Hein, pourtant, les enseignants, ils connaissent un peu l'histoire de l'école, quoi. Mais même les enseignants n'arrivent pas à saisir que l'école publique est l'école de l'État et au service de l'État et pas autre chose. Et que l'école, dans tous les systèmes, hein, parce qu'en ce moment, c'est vrai, on remet quand même en cause le système, hein, changer le système. J'entends beaucoup parler de système en ce moment-là. Mais on se rend par compte que dans tous les systèmes, qu'ils soient économiques, politiques, agricoles, etc., il y a un système qui est le pilier de tout ça, c'est l'école. Hein, le pilier de la société, hein, des systèmes dans lesquels on est, eh bien, c'est le système éducatif. D'ailleurs, le système éducatif, faut savoir comment il est construit quand même. Hein, c'est une chaîne industrielle. Oui,
tu fais la comparaison entre les enfants et les plantes à un groupe de jardin. Et finalement, aujourd'hui, on semble préférer l'agriculture industrielle et l'élevage industriel des enfants, quoi. Donc, Jean-Guillaume, peut-être tu peux citer, je les ai plus en tête, des auteurs qui font cette référence aussi. Oui, là je les ai plus en tête tout de suite, mais ils sont connus. Comment ils s'appellent? J'ai plus ça dans mes notes. Shivan et... Oui, par exemple, il y a des grands penseurs comme Krishnamurti ou qui est très connu, qui a écrit Une société sans école, c'est Ivan Illich, hein, qui ont essayé de déconstruire cette idée que l'école était nécessaire. Et toi aussi, ce que j'ai découvert, c'est que par exemple, tu déconstruis l'idée de pédagogie. La pédagogie, il y a un monsieur qui écrit là que il faut de la patience et de la pédagogie. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la pédagogie, justement, pour lui répondre à ce monsieur? Pour que les enfants... Il suffit d'écouter la radio et nos élites. Qu'est-ce on entend sans arrêt? Ah ben on n'a pas pu faire passer correctement cette réforme parce qu'on a manqué de pédagogie. Ouais, je pense que ça résume presque tout, quoi. Donc la pédagogie, bien sûr, c'est ce qui conduit. Hein. C'est ce qui se conduit. Éduquer, c'est conduire hors. Mais hors de quoi? Hein. Éduquer, c'est conduire hors. Émanciper. Tiens, par exemple, on parle de l'école émancipatrice, quoi. Mais pour que l'école soit émancipatrice, il faudrait que ceux qui sont les opérateurs de l'école, donc les enseignants, eux-mêmes puissent s'émanciper de leur institution. Oui, oui. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, accompagner des enfants aujourd'hui, ça serait ne pas les éduquer. Ça serait ne pas leur apporter une éducation. Ça serait les laisser grandir et regarder ce qui se passe, en leur faisant confiance et en mettant un cadre soutenant. Quoi. Comme avec des plantes. Oui, j'ose. Oui, j'ose le dire. Oui, ne pas éduquer. Bon, mais alors ça, ne pas éduquer, ça veut pas dire on les laisse dans un endroit et on s'en va, quoi. Bien sûr, quoi. C'est pas ça, quoi. Mais dès qu'on se pense éducateur, dès qu'on pense éduquer, c'est qu'on voudrait que les enfants soient ceci ou soit cela. C'est quasi impossible autrement. Si je reprends, alors c'est Mandela qui disait que l'éducation pour changer le monde, hein, j'ai plus son expression en tête, mais c'était quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Mais enfin, l'éducation. Allez, je vais prendre notre bonhomme d'il y a 2000 ans, quoi. Hein. Aimez-vous les uns les autres, quoi. Et quand même, il me semble bien que dans toutes les écoles, les catéchismes, etc., quoi, on voulait éduquer à s'aimer les uns les autres, quoi. Bon, le résultat, on sait ce que c'est, on sait ce que ça a été, quoi. On sait ce que ça a été. Donc, pour moi, le mot éduquer, voilà. Alors, justement, ce chemin de ne plus voir l'éducation comme une nécessité, c'est vraiment quelque chose à déconstruire, à défaire. Il faut se défaire de cette représentation qu'il faut faire de la pédagogie, qu'il faut apprendre. Est-ce que là, ce n'est pas le moment, justement, de le faire? Et je voudrais parler peut-être de ton blog, parce que tu écris beaucoup. Hein, il y a énormément d'ouvrages qu'on peut lire et qu'on peut commander, notamment ceux qui sont édités à l'instant présent. Alors, je ne vais pas tous les montrer, mais il y en a beaucoup. Il m'est plus facile d'écrire que de parler devant un smartphone. Il y a ceux que tu as fait avec Thierry Pardo, par exemple, un petit bouquin avec Thierry Pardo. Oui. Voilà. Il y a La pédagogie de la mouche, qui était, à mon avis, un des premiers que tu as fait, c'est ça? Oui. Voilà. Puis il y a encore La chronique d'une école du troisième type. Mais tu as un blog qui est en train de défiler en dessous, où tu écris régulièrement des billets, hein, qui sont toujours en lien avec ce qui est en train de se passer, avec les Gilets jaunes, avec
avec le confinement, avec le Covid. Et notamment, là, il y a quelque chose, il y a un biais qui m'a interpellé parce qu'aujourd'hui, on sent que notre système de gouvernement, nous-mêmes, on fonctionne beaucoup avec les peurs. On a peur de la maladie, on a peur de la mort, on a peur des institutions. Les parents ont peur de ce qui va se passer si les enfants n'apprennent pas. Les enfants ont peur de leurs parents s'ils ne leur font pas plaisir. Et toi, tu sembles ne même pas avoir peur du virus. Et tu sembles dire, à l'âge que j'ai, bon, c'est bon. Tu vois, tu peux. Pourquoi t'as pas peur, quoi? D'où ça vient? Oh j'ai pas peur. Bon, j'ai mon temps, j'aimerais autant qu'il rentre pas dans la maison, quoi. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est l'âge. Hein. Il arrive un moment où on est à peu près certain qu'on va pas tarder à partir. Donc on partira d'une façon ou d'une autre, quoi. On finit toujours par un arrêt cardiaque. Donc voilà. Donc ça c'est l'avantage de l'âge, ça. Mais cette confiance-là que tu l'avais déjà quand tu désobéissais ou tu faisais ce qui te paraissait juste. Cette confiance en quoi? En toi et dans ce que tu fais. Oui, je me suis jamais trop posé la question. D'accord. Ça te paraissait évident alors. Oui, oui. Enfin, je me posais pas la question. Donc non, c'est vrai que je suis peut-être anormal, mais ouais, non, je me posais pas la question, quoi. Ouais. Bon, si, j'ai jamais été, comment dire, je suis pas suicidaire. Oui, on a bien Donc compris. je ne suis pas suicidaire. Tu cherches pas la mort, mais il y a quelque chose dans ce que tu dis qui montre que on sent dans tes écrits cette confiance depuis longtemps dans le fait d'écouter ce qui est juste pour toi et pas d'obéir à des ordres absurdes. C'est ce que tu nous dis. Ouais, voilà, ouais. Et puis, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, quelquefois désobéir, ça fait courir des risques. Bon, mais on peut aussi désobéir d'une façon, j'allais dire la désobéissance passive, par la tricherie, voilà. J'ai toujours essayé quand même de rester dans la ligne, j'allais même pas dire de ce que je pensais, mais de ce que je ressentais. Voilà, c'était plutôt, voilà, je suis ce que je ressens, voilà, et je le suis comme je peux. Hein, on ne suit pas toujours facilement ce qu'on ressent, mais c'est à peu près ça. Voilà, on se retrouve dans telle ou telle situation, je me pose pas trop de questions pour savoir si la situation elle était pas bonne, etc. Eh bien, je fais avec la situation dans laquelle je suis, voilà, sans trop se poser de questions. Mais sans forcément non plus comment dire, être asservi par la situation elle-même, quoi, voilà. Et par les gens qui sont dans cette situation, qui ont un pouvoir dans cette situation. D'ailleurs, on n'a pas parlé des pouvoirs, hein, mais tout tient dans ce mot, hein, dans le pouvoir, ça. Nous parlions. Ça m'y a refait penser, donc je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ce qu'il faut craindre, c'est le pouvoir qu'on a sur les enfants, quoi. Il faut craindre le pouvoir qu'on a sur les enfants, quoi. Ou le pouvoir qu'on croit devoir avoir, ou bien le pouvoir dont on a besoin. Ce mot pouvoir est vraiment important. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec les enfants, hein. C'est dans toute la société. Mais comme tout commence avec les enfants, et voilà, quoi. Une fois que c'est mémorisé, ça dure des années ensuite, quoi. Bien sûr. Ouais. On parlait tout à l'heure de la déconstruction de la société, et donc actuellement on est dans une société du premier type, si on revient à votre définition des écoles du premier type. Oui, tout à fait. Et comment on peut envisager après le confinement donc de passer à une société du troisième type, voire du quatrième type? Alors déjà pendant le confinement,
tout le monde se trouve plus ou moins dans le tâtonnement expérimental. C'est ça qui pour moi me frappe le plus, c'est que tout le monde se trouve à tâtonner. Hein, tâtonner avec ses enfants, hein, parce que pour la première fois, tout le monde se retrouve toute la journée avec ses mômes. Euh, et sans savoir exactement comment il faut faire, quoi. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Mhm. Le ministre a beau faire des injonctions sur la continuité pédagogique, et gna 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 gna, mais il n'y a personne qui sait vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, comment il faut qu'il fasse. Donc tout le monde se retrouve dans le tâtonnement expérimental. Et le tâtonnement expérimental, ah ben, c'est la vie. La vie n'est que tâtonnement expérimental. Maintenant, même les plantes. On sait maintenant que même les plantes sont dans un tâtonnement expérimental avec ce qu'elles perçoivent de leur environnement. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc je pense moi que sorti du confinement, eh bien ça va être ça devrait être, je ne sais pas si ça va être, mais ça devrait être un extraordinaire tâtonnement expérimental social. Hein, y a pas, on ne sait pas, on sait pas où le tâtonnement mène. Hein, on ne sait pas où le tâtonnement expérimental même. Hein, je dis tâtonnement expérimental. Hein, essai, constat, re-essai, reconstat, etc. Quoi. Voilà. Et c'est vraiment, il n'y a que comme ça que notre société, je pense, pourra éviter l'effondrement. Quoi. Est-ce qu'une école du 4e type, alors, ça serait une société sans école? Ah oui, bah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, ça ne sera plus école. Oui, ça s'appellera plus école, ça s'appellera juste la vie. Oui, mais n'empêche, il y aura peut-être quand même des espaces qui seront plus pour les enfants, hein, où les enfants pourront se retrouver, pourront mener une vie sociale à leur façon aussi. Oui, ça ne changera plus. C'est le mot école hein, qui est gênant. D'ailleurs, une fois, c'est Freddy Fadel je faisais une conférence, puis après il me dit Bernard, ce qui est embêtant, c'est que tu appelles encore ça école. Voilà. Et je lui ai expliqué qu'on appelait école parce qu'il y avait les bâtiments. Et que tous ces bâtiments, tout le monde appelait ce bâtiment école. Vous parliez tout à l'heure de la puissance du pouvoir et de ce mot pouvoir. Et actuellement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent donc dans les écoles du 3e type, mais aussi dans les écoles alternatives et les écoles démocratiques. Et vous avez lancé un appel pour que les écoles du 3e type et les écoles démocratiques se rassemblent. En quoi est-ce pertinent pour vous? Et l'IEF, oui, et le unschooling, oui. Oui, se rassemble. Pour moi, peu importe l'appellation. Ça. Tout le monde, d'ailleurs, que ce soit donc ce qu'on appelle l'école 3e type, hein, ce qu'on appelle l'école alternative, ce qu'on appelle l'école Freinet, ce qu'on appelle unschooling, etc. On est tous dans le même tâtonnement expérimental. Quoi. Et ce que j'ai appris aussi, alors ça c'est le mouvement Freinet qui m'a beaucoup appris ça, c'est que on avance. Alors quand il y a ce tâtonnement expérimental qui est individuel. Mais ensuite, quand il est resitué dans un tâtonnement expérimental collectif, quoi. Parce que toute la pédagogie, on dit pédagogie Freinet, quoi. Bon, alors, mais en réalité, c'est pas Freinet qui a instauré, élaboré cette pédagogie. Il en a été le moteur, il en a été le synthétiseur, etc. Quoi. Mais c'est un tâtonnement expérimental collectif de centaines d'enseignants pendant des dizaines d'années. Quoi. Et c'est comme ça que s'est élaboré petit à petit la pédagogie Freinet. Alors, un tâtonnement à la fois éducatif et aussi social. Hein, les deux sont liés, quoi. Tâtonnement éducatif et tâtonnement social, quoi. Et du coup, ça pourrait, ce que tu viens de dire pourrait faire le lien avec une question qui pourrait peut-être nous permettre de conclure, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut passer de ce système de type 1
un système carrément de type 4 ou de type 3, enfin du troisième type, où en fait on aurait des humains qui arrivent à vivre dans des communautés agréables. Comment on peut faire ça, sachant que la plupart de ces humains n'ont pas fait l'expérience de systèmes vivants, respectueux, tu vois? Comment est-ce que comment tu vois la chose, tu vois? Parce que on peut le voir d'un côté peut-être plutôt positif, optimiste, mais on peut aussi être très pessimiste. Est-ce que le virus va permettre de faire ça, le confinement, etc.? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense que c'est une possibilité. Parce que quand tu dis que les humains n'ont pas fait l'expérience, mais si, par exemple, les ZAD. Dans les ZAD, c'était une des expériences extraordinaires, hein, dans un tâtonnement expérimental social étonnant aussi. Or, on l'a empêché. C'est-à-dire que notre société et l'État, en somme, hein, empêchent tout tâtonnement expérimental. C'est ça. Hein. Pourquoi il s'est acharné contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple? Hein, il faisait pas de mal, il faisait pas de mal, il lésait personne, rien du tout, quoi. Euh, mais c'était terrible pour l'État. Si les gens pouvaient s'auto-organiser et vivre d'une autre façon, bon, tu t'imagines, ça aurait pu donner envie à d'autres, enfin, etc., etc. Donc, il faut vraiment quelque chose de brutal, en somme, pour que s'enclenche ce tâtonnement expérimental qui soit plus vaste, en quelque sorte, quoi. Quand il y a une catastrophe, je pense au tsunami, par exemple, il s'est passé des choses vraiment intéressantes. Bon, seulement c'était réduit, et puis ensuite, très rapidement, ça a été à nouveau l'emprise habituelle. Bon, mais là, il y a quelque chose qui touche toute la planète, donc la fameuse mondialisation, donc et qui déstabilise cette fois les institutions en place, quoi. Il semblerait que cette fameuse finance risque fort d'être déstabilisée. Donc à ce moment-là, ça va être, comment dire, l'ouverture qu'on attend peut-être un peu, quoi. Pour moi, le virus peut être un sauveur pas de la planète, hein, mais un sauveur de l'espèce humaine. C'est-à-dire que là aussi, tu fais confiance aux humains, comme tu faisais confiance aux enfants, pour arriver à trouver le chemin de leur auto-organisation et de leur propre survie. C'est ce que tu nous dis. Je sais pas le mot confiance, mais moi je suis convaincu que nous sommes une espèce sociale, quoi. Et ce que les enfants m'ont appris, c'est que oui, vraiment, on est une espèce sociale. C'est vraiment eux qui me l'ont appris. Quand on sort en somme des cadres de cette institution, etc., et qu'on voit que les enfants, comment dire, se comportent, sont capables de créer des auto-organisations, sont capables de vivre la liberté, sont capables de l'entraide, comprennent ce que c'est que l'interdépendance, etc. Alors on se dit, non de chien, mais oui, mais on est vraiment une espèce sociale, quoi. Bon, sauf que très rapidement, eh ben, on transforme les enfants en espèces grégaires. Donc le troupeau. Mais à l'origine, ils ne sont pas grégaires. À l'origine, ils ne sont pas grégaires. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à redevenir social. Par la force des choses. Pour une raison de survie. On va finir. Donc tu vois, c'est pas une histoire de confiance. On va finir sur cette note d'espoir avec toi. Merci beaucoup Bernard Collot d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Guillaume. Merci à tous les auditeurs qui ont participé dans les commentaires. Je sais pas si tu pourras aller voir Bernard. Beaucoup de personnes ont mis des commentaires par rapport à leur expérience, etc. Donc tu pourras leur répondre si c'est possible pour toi. Nous, on se retrouve donc demain à 18h30 avec Marc-André Coton, psychohistorien, qui viendra donc nous parler des violences sociétales et de son livre Au nom du Père.
On retrouvera ensuite samedi le collectif Libres Apprenants du Monde, qui est un collectif politique et militant avec trois femmes, Marina Soulagnier, Brigitte Bernard et Marie Rameau, donc qui viendra de nous parler de leurs valeurs sur l'enfant et donc l'importance des apprentissages libres, autonomes et donc de respecter l'enfant, comme on a vu aussi aujourd'hui avec toi. Et dimanche, on retrouvera donc pour le dimanche de Pâques Bertrand Stern qui viendra donc nous parler du film Karaba. Donc il a mis en place sur son idée une fiction autour d'une société sans école. Donc ça sera très intéressant de débattre avec lui de finalement peut-être une société sans école, c'est une société du 4e type. Voilà. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup et encore toutes nos excuses pour ces problèmes techniques au début du live. Merci Bernard. Au revoir.